Bienvenue dans le podcast de Familio, un espace de discussion sur la réalité et les défis des professionnels en santé mentale et services sociaux. Bienvenue tout le monde au premier podcast de Familio, qui est une collaboration extraordinaire avec Alexandre Francisco et Marie-Josée Courval. Familio, on est un réseau de cliniques interdisciplinaires en santé mentale et services sociaux. Puis, ça fait 5 ans qu'on existe. Puis, à travers les années, on a fait plusieurs activités qui étaient dédiées aux professionnels qui visaient à soutenir la pratique privée. Puis, le cadre a fait partie des formations et des thèmes qu'on a abordés à plusieurs reprises à travers les années. Puis, ça a toujours été un sujet qui a mobilisé les équipes, qui a amené beaucoup de questions. Puis, on trouvait ça dommage que souvent, ça se perdait après l'atelier. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas un podcast? Puis aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. On enregistre notre premier podcast avec Marie-Josée et Alexandre, qui vise à poser des réflexions, à amener des pistes de solutions, à se questionner pour être capable de continuer sa pratique, puis d'en sortir grandi. Fait que je vais laisser Alexandre et Marie-Josée se présenter, puis on lance ça immédiatement. Tu me laisses aller. Donc, Marie-Josée, je suis travailleuse sociale de formation. J'ai une vingtaine d'années, moi, de pratique, principalement en milieu hospitalier, clinique ambulatoire et depuis quelques années en clinique privée aussi, entre autres chez Familio. Et moi, je suis une systémicienne avant tout. Hein. Moi, j'ai vu à peu près toute ma carrière des individus et leurs familles. Hein. J'ai plongé dans le milieu hospitalier. J'ai travaillé en cancéro, soins palliatifs, auprès des familles en pédopsychiatrie aussi. Donc, j'ai une approche, moi, de groupe et de famille principalement. Et je fais beaucoup de supervision individuelle depuis plusieurs années aussi et de groupe auprès des professionnels psychosociaux, mais aussi auprès d'équipes internes, entre autres en hôpital de jour pour adolescents, psychiatrie adulte, etc. Bon, la barre est haute. Alors moi, c'est Alexandre. Je suis psychologue depuis 1998. Et essentiellement, j'ai toujours travaillé dans le système public, donc à soigner ou à essayer de soigner des patients polytraumatisés, hein? Donc des psychopathologies sévères, donc des personnes qui souffrent de troubles de personnalité, des patients schizophrènes, de psychose, des troubles narcissiques identitaires. La chance que j'ai eue, c'est que mes patients m'ont formé, puisque j'ai eu la chance d'essayer de les aider. Donc, j'ai beaucoup appris avec eux. Puis, avec le temps, j'ai commencé à donner des formations, à monter des formations, faire de la supervision un peu comme toi, en individuel, et des supervisions de groupe dans différents organismes ou institutions là, comme les hôpitaux, des CLSC. Là. Et voilà, je suis bien très, très heureux de commencer ce podcast aujourd'hui avec vous. Super, parlez-nous un peu, dans le fond, ce qui vous anime, puis pourquoi c'est important pour vous le cadre, puis comment ça se réalise dans le cadre de votre pratique. Oui, puis peut-être, on pourra aussi comment on s'est rencontrés brièvement. Pourquoi que Marie-Josée et moi, on se retrouve aujourd'hui? Dans le fond, c'est dans le cadre de formation, hein? Bien, en fait, quand on revient quelques années en arrière, oui, Alexandre était venu présenter dans un colloque en cancérologie. Et moi, j'avais été fascinée de ton approche qui était très différente de la mienne. Puis en même temps, je t'ai trouvé un vulgarisateur incroyable. Et je t'ai invité par la suite dans mes communautés de pratique dans le réseau en cancéro. C'est à partir de là, puis à partir de ce moment-là, on a fait différents projets où on s'est rendu compte à travers notre collaboration qu'on est deux obsédés de la posture clinique du cadre, n'est-ce pas? Et autant qu'on a on est très complémentaires dans nos approches, donc on est différents à plein, plein, plein de niveaux, autant que nos messages clés, nos enseignements principaux sont à peu près les mêmes, mais dans des mots peut-être différents. Et on est différents, mais très pareils. Puis, entre autres, ce que je me suis rendu compte à travers nos expériences de supervision, moi, du moins, j'ai à peu près 80 de mon travail qui se fait en supervision individuelle ou de groupe sur la posture, sur le cadre. Qu'est-ce qu'on fait? Les transgressions au cadre, c'est en fait une majeure partie de mon travail en supervision. Puis, je pense qu'il y avait quelque chose de ça. Moi, je te suis 100 000 à l'heure là-dessus. J'ai l'impression que, entre guillemets, là, je passe mon temps en supervision entre guillemets, là, à corriger la posture, aller voir là où mon clinicien ou ma clinicienne soit en souffrance. Puis c'est en corrigeant ou en aidant le ou la superviser
à ajuster sa posture, que comme les résultats, on pourrait dire, viennent par la suite avec leurs patients, sans que je leur dise nécessairement quoi dire ou quoi faire ou faire telle intervention, même si ça peut être le cas aussi. Fait que là-dessus, je pense qu'on est vraiment, c'est là, je pense il y a eu une rencontre entre nous deux, hein. C'est comme si on Exact, parlait pas la même langue, mais on avait le même contenu. On exact. peut dire ça comme Des ça, hein. alter ego Oui, au langage différent. exact, c'est ça, c'est bien dit ça. Donc, et donc la question du cadre, hein? La question du cadre et de la posture. La posture, ça pourra peut-être pour un autre podcast, parce que qui sait? Qui sait, hein? C'est sûr, hein, c'est une question. Mais aujourd'hui, on va essayer c'est une question qu'on ne fera pas le tour du cadre. On ne fera pas toute la question. C'est une vaste question, mais on va essayer quand même d'adresser des points essentiels, puis de réfléchir un peu à bâton rompu. C'est pas sur le mode d'une. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va le faire sur un mode relationnel où on va échanger. Jean-François, tu vas intervenir aussi pour nous remettre à l'ordre, surtout moi. Puis, je pense que ça pourrait être intéressant comme ça dans les échanges. On va faire émerger les points qui nous apparaissent quand même essentiels dans la pratique de psychothérapie à travers la question du cadre. Parfait, allons-y. Parlez-nous de ce que ça veut dire pour vous, le cadre. Bon, veux-tu Vas-y, commencer? Puis, Alexandre. j'y vais. Ben, écoute, le cadre, c'est essentiel dans la psychothérapie. C'est pas une question d'on en met-tu un, on n'en met-tu pas un. La question, c'est un élément central. Puis la version, je dirais, pour y aller, pour plonger déjà, qu'est-ce que le cadre en psychothérapie? Essentiellement, le cadre, c'est les conditions qui vont permettre le processus thérapeutique. Puis quand je dis ça, c'est vrai pour la thérapie systémique, c'est vrai pour la thérapie individuelle, c'est vrai pour la thérapie de groupe, c'est vrai pour toutes les sortes de cadres, les sortes de dispositifs qui existent. Le cadre, c'est ce qui permet de développer une psychothérapie. Ça donne les conditions qui vont permettre un processus thérapeutique. Donc, la question, elle est comme, c'est évidemment essentiel. On ne peut pas passer à côté de ça. Les grosses questions qui vous brûlent les lèvres, j'imagine, c'est quoi les conditions pour faire une psychothérapie? Puis là, c'est là, je trouve qu'on ouvre sur un sujet vaste, mais très, très important, c'est-à-dire les conditions, puis on peut, notre préjugé, je vais dire ça, préjugé théorique, c'est-à-dire que les conditions du corps, ben, il y a des choses qui vont être stables pendant toute la thérapie, puis il y a une stabilité qui doit être là d'entrée de jeu, ça cohabite avec des conditions qui vont évoluer, puis qui vont changer, parce qu'on va s'ajuster, là c'est le mot-clé, hein, la malléabilité du cadre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit malléable parce qu'il s'ajuste en fonction du patient. Fait que ça veut dire que d'une certaine façon, il y a un cadre pour chaque patient. Puis même ce cadre-là va évoluer possiblement en cours de psychothérapie. Et donc, évidemment, j'entends toutes sortes des fois de critiques qui disent: «Mais oui, mais là, un cadre, il faut que ça soit. Il faut qu'il y ait des limites dans la thérapie». Évidemment, mais c'est pas parce qu'il y a des limites que ça empêche la malléabilité puis l'ajustement de certaines conditions pour ultimement, là, finalement, moi, je suis d'approche psychodynamique, mais on peut se parler quand même dans différentes approches. Ultimement, pour que le patient puisse être en contact avec ses affects, faire une meilleure introspection. En psychanalyse, on appelle ça favoriser les processus de symbolisation. Donc, toute la question de l'introspection, faire des liens entre ses sentiments, ses pensées. Il y a toutes sortes d'expressions pour ça. La mentalisation, être réflexif. Donc, ultimement, c'est notre guide qui va nous aider à diriger un peu, puis à faire des ajustements pour favoriser. C'est quand même un facteur très important, la question de la réflexivité. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose Ben, là-dessus. outre le fait que je suis 100% d'accord, puis tu es venu, Alexandre, dans certains de mes groupes de supervision dans le Oui, réseau, puis je me souviens que c'était une question qui revenait. Tu es venu nous présenter sur les troubles de personnalité, puis au oui, final, tu te souviens, on parlait du cadre. Les exact, questions étaient exactement. tout le temps liées au cadre et les gens posaient la question, est-ce que le cadre devrait être rigide ou malléable? Parce qu'il y a certaines cultures de soins où on est dans une forme de rigidité, Tout à fait. alors que oui, il y a des règles, des grandes règles, comme Guy Ah, ça, Osselain c'est y bon, ça. parlait, Oui. les grandes règles qui ne bougeront pas, mais il y a des petites règles qu'on va pouvoir faire bouger et il faut s'ajuster parce que sinon, euh, ça ne peut pas fonctionner la même chose pour tout le monde, c'est impossible. On doit être dans la singularité. Exactement. Puis mettons, je rebondis sur les grandes règles. Je vais utiliser une métaphore que j'ai déjà utilisée souvent. On pourrait dire les grandes règles, comme tu dis très bien, j'aime bien l'expression des grandes et des petites règles. C'est un petit bijou, hein? Euh, si on commence, mettons, par les grandes règles, c'est que
pour que le cadre clinique fonctionne bien, qui est au service du patient, il y a des règles qui ne doivent pas changer. Exact. Donc, ça prend du non-changement dans le cadre pour pouvoir créer du changement. Un peu comme un paradoxe, hein? Donc, il y a des choses qui ne changent pas, en tout cas qui changent très peu, c'est-à-dire, par exemple, juste l'heure du rendez-vous, le lieu. Imaginez une thérapie où la séance change de journée, change d'heure à chaque semaine, qu'on changerait de lieu. Vous voyez, c'est que ça crée déjà une instabilité. On a besoin d'une forme de stabilité. Et donc, les métaphores que j'utilise souvent, c'est le terrain de tennis ou la patinoire de hockey. C'est-à-dire que dans un match de tennis, il y a des lignes, puis il y a un Mhm. filet. Puis donc, si on veut, quand même, la métaphore est belle, si on veut avoir des bons échanges, il faut que le filet puis les lignes ne bougent pas. Imaginez des lignes mobiles au tennis, in, out, non, out, in, ça va être le chaos. Puis il n'y aura pas d'échange. C'est la même chose. C'est la même chose avec la patinoire. Si on veut un match de hockey, ça va prendre des bandes. Tu sais, si vous allez jouer sur un lac au Saguenay, vous allez partir en échappée pendant 2 semaines. Là. Parce qu'il n'y a pas de bande. Donc, vous allez avoir la rondelle, mais il n'y aura pas de jeu, il n'y aura pas d'échange avec les autres. Parce que vous n'êtes pas contraint. Donc, ça prend des contraintes qui vont être au service du développement de la psychothérapie. Fait que je trouvais que c'est des belles métaphores, ça, qui illustrent comment le non-changement puis la stabilité va permettre quelque chose de dynamique, puis des échanges, puis de la créativité. Là. Toi, Marie-Josée, au niveau des grandes règles, comment tu les définis puis comment tu les Ben, pour moi, il vois? y a des grandes règles, nos règles déontologiques. Hein, c'est un point de départ. On ne peut pas transgresser nos règles. En pratique privée, Jean-François, les gens nous payent. C'est une règle. Les gens ne peuvent pas nous consulter et au final changer les règles du jeu et nous dire ben moi, je ne te paye pas aujourd'hui parce que finalement, je veux pas d'argent ou c'était pas intéressant la rencontre. Hein, c'est des grandes règles pour moi qui sont maintenues dans le temps et qu'on ne pourra pas négocier. Il y a des petites règles qu'on va pouvoir négocier, comme par exemple un paiement. Si mon patient, mon client, ça fait un an qu'il me consulte, il y a une foulure de cheville, il ne peut pas venir cet après-midi exceptionnellement, je vais pouvoir transgresser ma règle et dire ben, écoute, c'est exceptionnel. Et pour moi, les grandes règles sont maintenues dans le temps et c'est aussi pour moi très thérapeutique, les grandes règles. Parce que quand il y a transgression de ces règles, donc je commence à me sentir moi-même comme thérapeute pas bien, je constate des transgressions. Pour moi, c'est des signaux où je dois aller travailler l'aspect des règles avec la personne. Donc, le cadre, moi, me permet de savoir où j'en suis dans la relation thérapeutique avec les gens. Donc, pour moi, la grande règle, je vais constamment m'en servir. Donc, si j'ai envie moi-même de transgresser, elle fait pitié, par exemple, à l'argent, là, c'est un enjeu assez fréquent qu'on rencontre là, avec les intervenants. Elle fait pitié, elle n'a pas d'argent. Puis moi-même, je suis en train de vouloir transgresser mes propres règles, de ne pas faire payer. Et là, c'est un signal pour moi qu'il y a quelque chose dans la relation thérapeutique qui est en train de, je ne veux pas dire de déraper, mais où, pour moi, c'est un signal d'alarme. Donc, c'est toutes ces règles-là, ces grandes règles, entre autres, qui sont fixes, me donnent à moi un cadre aussi pour analyser thérapeutiquement qu'est-ce qui est en train de se passer avec mon client. Puis là, ça, c'est tellement important parce que là, tu es en train de dire, si j'ai bien compris, le cadre, c'est pas juste pour le patient. Exact. Tout aussi utile et nécessaire pour le thérapeute. Puis là, ça amène comme un autre sujet, je trouve, qui était comme dans le sous-texte de ce que tu dis. C'est dans des transgressions, dans des bris de cadre, il y a le danger qu'on soit dans une philosophie où, ben là, il faut mettre la limite. En limite, des fois, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais moi, je l'ai vu, c'est comme quelque chose de punitif. Ah, donc, il va y avoir une punition, vous avez transgressé. Puis l'idée de mettre une limite puis de dire, écoutez, on ne peut pas continuer si vous ne me payez pas, ça va de soi. Mais je pense que c'est passé à côté de l'essentiel. Parce que la limite est peut-être nécessaire, mais elle est insuffisante dans la mesure où, si le cadre est transgressé, s'il y a un enjeu de cadre, mettons, on pourrait dire, quelle belle opportunité de faire de la psychothérapie à propos de cette transgression-là. Pourquoi ça arrive à ce moment-là? Pourquoi c'est l'argent? Pourquoi c'est pas autre chose? Donc, les enjeux qui vont être inévitablement se produire, c'est pas juste de recadrer les affaires. C'est surtout, oui, cadrer ou mettre une limite, mais surtout se profiter du potentiel de symbolisation ou d'introspection sur hey,
fait une couple de fois que j'arrive en retard, hein. Je me suis demandé qu'est-ce que ça voulait dire, ça. Tu sais, comme ça ouvre sur la réflexion, puis ça peut permettre le patient, des fois, il a besoin d'utiliser le cadre pour faire des liens. Évidemment, il ne planifie pas ça comme ça, là. Mais je trouve que ça, c'est une affaire essentielle du cadre qu'on entend des fois un peu moins. Hein, on dit qu'il faut garder le cadre. Puis il faut respecter les règles, mais on oublie tout le potentiel de réflexivité qu'il y a pour le patient et pour nous. Parce que des fois, c'est nous qui transgressons le cadre. Hein. On se dit, je fais un ajustement, là, ou je suis en train, dans le fond, de gratifier quelque chose pour moi et non pour le patient, là. Et je trouvais que ça me faisait associer là-dessus, sur l'importance de récupérer, de voir, dans le fond, d'une autre façon, je te le dis d'une autre façon, c'est quoi le rapport du patient au cadre? Il y a des gens qui vivent les cadres comme quelque chose de sécurisant. Ah, moi, j'aime ça mon mardi matin. Je viens toujours vous voir à 9h30. Je le sais, c'est dans ma routine. Hein. Des fois, ils vont dire ça. Puis il y en a d'autres, le cadre, c'est une persécution. Bon, c'est bien vous. Hein? Vous êtes toujours à la même place. Là. On ne peut pas orienter des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, tout ça, pour moi, c'est du matériel thérapeutique à explorer. Puis on a parlé Parce de que différents éléments du grand cadre. Est-ce qu'il y en a d'autres éléments du grand cadre qui sont importants pour vous, qui vous apparaissent centrales? ouais, les petits trucs, les grandes règles, je trouvais que ça ramenait pas mal de, disons, à l'essentiel. C'est sûr qu'il y aurait d'autres choses, mais je dirais que ça place déjà les. Là, on a parlé des grandes règles, les petites règles. C'est quoi les petites règles là, que vous voyez au quotidien là, qui une certaine forme d'adaptabilité qui peut être faite? Moi, je dirais que c'est un peu comme, entre guillemets, c'est le punch de notre podcast, mais ça ne l'est pas en même temps. Ça dépend toujours de l'approche, mais évidemment, c'est la question de l'ajustement. C'est la question de la malléabilité. C'est les petites règles, je dirais, puis tu feras du pouce sur ce que je dis, là, si tu veux, c'est la question, le principe de base, c'est de dire que pour que le patient puisse développer son introspection, c'est ses processus de symbolisation, tout ça, on doit lui offrir des conditions. Puis peut-être que je vais vous donner, je vais passer par un exemple. OK, un patient psychotique que j'ai eu, il y avait vraiment un grave trouble psychotique, j'ai suivi longtemps, à une autre époque, pendant plusieurs années, et il était terrorisé, évidemment, par la rencontre avec l'autre. Donc, le standard, hein, c'est 50 minutes, une séance par semaine. Lui, là, après 20 minutes, il n'était plus capable d'être en relation avec moi. OK? C'était trop pour lui. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Je fais ça court. Qu'est-ce qu'on a fait? Fait, dans le fond, il faut faire des petites séances. Tu es d'accord avec ça? Finalement, on a fait un dispositif, un cadre, 3 fois 20 minutes par semaine. Vous voyez, ça, c'est comme des petites règles. Hein? Donc, on a d'habitude notre 50 minutes. Et là, il y a un ajustement pour qu'il puisse m'apprivoiser, pour qu'il puisse tolérer mon existence dans le même espace. J'ai fait un ajustement. Ça aurait peut-être pu pas marcher non plus. Tu sais, c'est pas parce qu'on fait un ajustement que ça va marcher. C'est qu'on fait l'ajustement, puis on vérifie après l'effet que ça a sur le patient, l'effet sur la psychothérapie. Des fois, j'ai mes étudiants. Oui, mais si ça ne marche pas, qu'est-ce qui arrive? On corrige. C'est pas grave. On se réajuste. J'aime bien mieux quelqu'un qui s'essaye de faire des ajustements et que ça ne marche pas, plutôt que quelqu'un qui reste dans une forme de rigidité et qui n'essaye rien. Donc, je trouvais que ça, c'est l'exemple qui m'est venu spontanément. 3 fois 20 minutes. Après, c'est devenu une fois une demi-heure. Puis, on a fini, après plusieurs années, un 50 minutes. Est-ce que c'est l'idéal de faire les 50 minutes? Non. L'idéal, le mieux, c'est l'ajustement au patient. Donc, ça, je trouvais que c'était, je ne sais pas si tu voulais rebondir. Exact. En fait, qu'est-ce qui va fonctionner? Mais moi, dans mon rôle de superviseur, de personnes, de travailleurs sociaux, entre autres, qui travaillent auprès des familles, en fait, le nerf de la guerre, c'est qui je vais voir, comment je vais les voir. Parce que là, on a des parents qui amènent leur ado, qui amènent leur enfant. Est-ce qu'on les voit en famille? Est-ce que je vois les parents? Est-ce que je vois l'enfant? Est-ce que je vois l'adolescent? Parce qu'on a une demande au départ qui est ben, je vais t'amener mon ado parce qu'il ne m'écoute pas, puis il est révolté. Fait que soigne mon adolescent. Mais tout le circuit de la demande, aller travailler, analyser les frontières, c'est un ajustement constant pour les intervenants qui travaillent en famille. C'est négocier le cadre. Parce qu'évidemment, si le parent veut que son ado soit réglé, hein, comme une voiture au Ouch. garage, Oui. mais ça se peut, c'est pas ça que je vais faire. Mais je vais négocier, je vais travailler la souffrance du parent qui m'amène son ado. Donc, on est constamment dans un ajustement de cadre. Puis évidemment, ça va être ajusté en fonction d'une réflexion clinique tout le temps.
Et aussi, c'est une négociation, par exemple, avec l'adolescent qui dit, ben moi, hein, j'ai 14 ans, je veux pas que tu parles à mes parents, mais en même temps, on a des parents très, très, très angoissés de l'autre bord de la porte qui payent aussi pour l'ado. Donc, comment on va faire avec notre ado pour peut-être négocier, hey, on donne-tu quelque chose à tes parents? Donc, il y a une négociation constante autour du corps, mais il y a des choses que je ne ferais pas. Je ne vais pas voir nécessairement l'enfant de 4 ans qui est turbulent parce que ses parents, ben, ils ont de la misère avec, là, à la maison. Ils ont de la difficulté avec leur cadre. Exact. Donc, évidemment, moi, je vais aller placer, je vais réfléchir, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que telle famille, je vais les voir ensemble? Une famille extrêmement enchevêtrée. Peut-être que le besoin, c'est un besoin d'espace. Hein? Fait que peut-être qu'on va s'organiser pour voir les enfants ou les parents dans un espace de parents sans voir tout le monde. Donc, le cadre, il est constamment à négocier quand on travaille avec les familles comme ça. Et c'est une grande souffrance des intervenants parce qu'on se demande toujours est-ce que je fais la bonne affaire? Est-ce que ça serait préférable de voir telle ou telle personne? Le père, il n'est pas content. On peut se tromper, puis on va se réajuster. Bien correct Mais comme ça. c'est super intéressant. Donc, il y a le doute aussi à l'intérieur du cadre qui habite le thérapeute. Puis comment tu arrives à passer à travers ce doute-là? Parce que dans un contexte, ça peut fonctionner, dans l'autre, non. Tu vas accepter de mettre une Ouais, règle, l'autre fois, tu vas l'enlever ouais. à un client différent. Comment tu fais pour vivre à travers ça? Mais j'apprends ça. Je pense que avec ta question, tu viens de parler d'une grosse problématique. Je crois que les gens, qu'est-ce qui fait qu'on maintient un cadre rigide? C'est parce que ça nous sécurise, nous, justement, de ne pas avoir à se poser de questions ou à se tromper. Puis pour moi, comment on s'en sort? Peut-être que c'est vrai, Alexandre, on s'en sort jamais. On va toujours garder un doute. C'est sûr qu'il y a de l'expérience qui rentre à un moment donné, puis on se crée un confort, puis en s'écoutant nous-mêmes sur nos inconforts, on apprend. Mais pour moi, les aspects du corps comme ça passe par la supervision puis la discussion. Trouver sa juste place, trouver le juste cadre, c'est pour ça, en fait, que c'est 80 de notre travail de superviseur. Parce que ça nous prend quelqu'un, un reflet, puis une discussion pour réfléchir sur la juste place. Fait que c'est sûr que le soutien clinique va nous permettre de se retrouver dans un confort plus grand puis de développer une expérience liée à ça. Mais si on reste dans quelque chose de rigide, c'est bien réconfortant, mais on risque de passer à côté de quelque chose. Tout à fait d'accord. Puis tu amènes la question du tiers. J'affirme, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, évidemment, mais c'est comme, on ne peut pas faire ce travail-là de psychothérapie sans qu'il y ait un tiers. Le tiers, c'est le superviseur, c'est le collègue, c'est l'ami qui va. C'est la personne qui va justement nous donner une autre perspective. Puis ça, c'est central, qu'est-ce que tu as dit, parce que sans le tiers, les pièges dans lesquels on peut tomber, on n'est pas à l'abri. On peut avoir de l'expérience, on peut avoir de la confiance, on n'est jamais à l'abri. Et moi, quand je disais tantôt, on s'en sort jamais, c'est pas sur un mode pessimiste, c'est sur un mode que non seulement il ne faut pas s'en sortir du doute, il faut l'embrasser. Donc, on pourrait dire, je change le mot, c'est le doute, c'est l'incertitude. J'appelle ça l'incertitude fondamentale par rapport à ce qui se passe dans la tête de nos patients et même dans la nôtre. Hein, des fois, je peux penser que je suis triste, finalement, 1 heure après, je me rends compte que je suis bien fâché. Fait qu'imaginons qu'est-ce que c'est quand on essaie de deviner, imaginer c'est quoi les états intérieurs du patient, de tolérer l'incertitude va faire en sorte qu'on va garder notre sensibilité, puis on va éviter de tomber dans une espèce de rigidité ou dans une certitude en disant, moi, je le connais, mon patient. La pire affaire on peut entendre, c'est ça. Donc, pense que je le connais. Je vais essayer ça. Je ne le sais pas. Et donc, le doute pour moi, puis la tolérance au doute et à l'incertitude, ça fera un podcast sur la posture, hein, mais c'est un élément dans la posture qui est central. Donc, oui, il y a le malaise, mais c'est un malaise qui est au service de la réflexivité puis de la relation. Hein, puis on a juste à penser je pense à mes patients qui souffrent de troubles de personnalité. Hein. Ben, tu as connu ça, c'est sûr que tu as connu ça. La mère, elle arrive, elle dit, moi, je suis la pire mère au monde. Boy, qu'on n'a pas d'espace. Elle est convaincue. Ou bien qu'elle me regarde, elle dit, je sais que vous pensez que je suis niaiseuse. On voit comment il n'y a pas d'espace parce qu'elle elle est dans la certitude. Donc, je trouvais que ça faisait associer sur le. Puis, dernier point aussi dans ce que tu as. Il y avait bien des choses importantes dans ce que tu disais, c'est aussi comment, quand ces choses-là arrivent, comment on peut récupérer ça pour faire la psychothérapie. À l'exemple de ta famille,
comment ça se fait qu'on s'ostine et qu'on négocie tellement sur tel enjeu? Pourquoi c'est si important que tout de votre petit bonhomme de 4 ans soit rendu dans mon bureau? Exact. Euh, puis pourquoi, pourquoi vous êtes si inquiet? C'est pas l'idée qu'on dévoile une mauvaise raison, c'est juste comme on peut toujours récupérer, je reviens encore, c'est parce qu'il y a un cadre. Fait que c'est ça. Fait que le cadre, fait que là, ce que je comprends, c'est que le cadre évolue. Il s'adapte à la réalité. Règle générale, oui. Des fois, il peut être bien stable, bien longtemps. Ça dépend des patients. Je veux dire, tu sais, ça dépend. Moi, je fais de la psychothérapie de groupe. Il est assez constant, le cadre. On ne change pas la longueur de la thérapie. C'est un peu le même format. Ce qui va changer, c'est les échanges, mais des fois, c'est stable. Puis moi, je vais dire ça comme ça. Des fois, le cadre, il est silencieux. Puis des fois, il fait un petit peu plus de bruit. S'il y a un peu plus de bruit, c'est à nous de dire, OK, qu'est-ce qui ne fonctionne pas là? Fait que moi, c'est comme c'est du cas par cas, il n'y aurait pas une règle générale. Mais il y a des fois qu'on fait plusieurs ajustements. À un moment donné, on arrête d'en faire, puis il y a quelque chose d'autre qui émerge parce que le patient évolue, on se réajuste. Euh, comme par exemple, comme un patient que moi, je pense à une patiente que j'ai vue cette semaine. Elle vient chaque semaine, à chaque 2 semaines. Puis là, ça va moins bien. Puis je dis, hey, vous savez quoi? On pourrait se voir à chaque semaine pendant 8 ans. Hein. Je vois que c'est assez plus difficile. Là. Elle dit, je suis content que tu me l'aies proposé. J'aurais pas osé le demander. Donc, ça fait longtemps là, qu'on est stable, mais là, il y a eu cet ajustement-là. C'est juste comme un exemple, parce que c'est tout récent. Là. Tu sais, ça arrive, c'est justement que c'est stable, puis ça peut changer, puis temporairement. Toujours en fonction des besoins du patient ultimement, là, ou les conditions pour faire symboliser notre patient. Tu sais, tantôt, avant qu'on commence le podcast, on a parlé de plein de choses, hein, mais une des choses qu'on avait discuté, qu'on n'a pas abordé encore aujourd'hui, c'est comment que la société impacte le cadre, comment que les choses, il faut être à l'écoute aussi, pas juste de ce qui se passe chez nous comme thérapeute, pas juste ce qui se passe dans le bureau, mais ce qui se passe à l'extérieur du bureau. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Tout à fait. Non, vas-y, Alexandre. Ouais. Oui, ben écoute, je suis content que tu poses la question parce que c'est un sujet qui m'intéresse depuis un bon moment. Là. C'est la question. Puis je vais donner l'idée, le principe, c'est de dire qu'un psychothérapeute ne peut pas être hors socius. Dans son bureau, il a peut-être l'impression d'être tout seul, mais il y a toute une société qui l'entoure. Puis donc, la société, donc la sociologie, je ne suis pas sociologue du tout, là, mais donc l'intérêt, du moins, pour savoir c'est quoi qui se passe dans la société, impacte nécessairement notre cadre clinique puis notre pratique. Puis, si, mettons, vous n'êtes pas convaincu de ça, rappelez-vous de la COVID. Je veux dire, la COVID, là, on est passé, ça a bouleversé nos cadres. Nous, dans le réseau, là, à chaque jour, il y avait un changement. On ne peut pas voir le patient, on peut le voir, oui, 2 mètres de distance, avec le masque, non, on va le faire en Zoom. Le Zoom fonctionne. Je veux dire, ça a été, entre guillemets, une catastrophe au plan du cadre, parce qu'on perdait les choses qui ne changent pas dans le cadre, là, les grandes règles. Même les grandes règles étaient bouleversées. Donc, on voit, puis tout le monde l'a connu, là, mais on voit tout de suite comment les changements sociaux, dans ce cas-ci, la pandémie, peuvent venir bouleverser. Je pense à un psychologue argentin qui a vécu la dictature dans les années, je ne veux pas trop m'avancer, des années 60-70 en Argentine. Ils ajustaient leur cadre. Hein. Ils pouvaient, si la police débarquait, il arrêtait évidemment les intellectuels, puis il avait ajusté son cadre pour arranger que si la police débarquait, son bureau de psy, en fait, ça ressemblait à un salon. Donc, quand les policiers arrivaient, ils disaient, on est juste des amis. On discute, on prend le thé ensemble. Mais il y avait ajusté, il n'y avait pas de divan, là. Vous voyez, comme en psychanalyse. Donc, l'idée qu'il y a des ajustements quand il y a des bouleversements sociaux. Et je pense qu'on est dans une époque où il y a des grands bouleversements sociaux. On appelle ça l'hypermodernité. C'est-à-dire que, puis on pourrait en parler longtemps, ça pourrait être un autre podcast, mais c'est l'idée de l'accélération du rythme de vie, la place des technologies, la déshumanisation, d'une certaine forme de déshumanisation. On peut penser à la crise climatique, mais on peut parler de certaines formes de médias sociaux. Il y a l'administratisation, n'est-ce pas, de nos pratiques. Hein? On parle des fois de ça, ça a un impact. Moi, je dis les statistiques que je dois faire à tous les jours, à la minute près dans le réseau. Ça ne peut pas ne pas impacter ma pratique. Pendant ce temps-là, je ne suis pas en train de faire des podcasts, je ne suis pas en train de réfléchir avec un collègue. Là. Je suis en train Donc, c'est juste quelques exemples plus ou moins dramatiques. Je trouve et l'impact de ça, c'est que ça crée, écoutez, c'est des hypothèses, là, mais
ça crée des nouvelles formes de souffrance chez nos jeunes, chez les adultes, et donc des nouvelles formes de souffrance auxquelles nous, les intervenants psychosociaux, on est à l'avant, pas à l'avant-garde, mais on les voit arriver, là. Moi, j'ai des choses que je ne voyais pas il y a 25 ans dans mon bureau, puis que là, maintenant, c'est rendu quasiment une norme. Ben, ça veut dire que ça crée d'autres formes de souffrance, et donc, ça veut dire que ça nous amène déjà à ajuster notre cadre. Ça fait on doit créer, être créatif pour trouver des dispositifs de soins qui vont tenir compte de ces nouvelles formes de souffrance, on pourrait dire, qui essentiellement touchent l'estime et l'identité des gens de notre époque, là. Puis on a juste besoin de regarder la jeunesse, toutes sortes Mhm. t'es bien placé, toi, bien mieux placé que moi encore, parce qu'avec les enfants, la famille, Oui, là. des paradigmes changent. D'ailleurs, le cadre familial change beaucoup. L'aspect des réseaux sociaux, le temps d'écran, etc. C'est vraiment très, très, très omniprésent. Puis ça me fait penser ce que tu dis, Alexandre, toute la pression aussi dans le réseau de la santé, parce qu'on est avec Familiaux en privé, mais on est aussi dans le réseau de la santé, de la pressurisation qui modifie le cadre, tu sais, le manque de personnel, le temps. C'est comme si on avait plus de temps pour rien, et il y a même des cadres rigides qui s'installent tranquillement. Puis c'est un peu de ça d'ailleurs dans les groupes, les intervenants nous faisaient peur quand tu es venu. Puis tu sais, le nombre de rencontres très rigides, la pressurisation de sortir les gens des hôpitaux. Donc le temps d'intervention, les objectifs d'intervention, les commandes des gestionnaires, c'est une pression énorme et comment trouver sa marge de manœuvre et son propre cadre de travail quand on a un intervenant. Il faut être capable de se définir en il faut être capable de réfléchir à ça. Sinon, on se fait complètement happer dans une pression et une incohérence dans l'intervention aussi. Je suis tout à fait d'accord. Là, ça veut dire que non seulement ça a un impact sur le cadre avec le client, mais ça a un impact aussi sur le propre thérapeute, Tout qui à lui fait. aussi a vu de la frustration, de la souffrance, à devoir s'adapter, puis à devoir évoluer et vivre même lui-même, peut-être comme individu, non pas juste comme thérapeute, là. Oui, et peut-être parfois transgresser les règles Ah oui? Ben oui, pour une certaine cohérence ben oui, on va dire, au nom du patient. Comme, avez-vous des exemples? au nom de la compétence clinique et de la rigueur. Exactement. Tout à fait. Oui, ça, c'est central. Puis parce qu'on voit l'enjeu, hein, c'est que, je vais dire ça comme ça, c'est des métacadres. Tu sais, il y a des métacadres sociaux, c'est ce qui organise, disons, comme par exemple, à une autre époque, la religion catholique a organisé beaucoup, disons, la société. Mais on voit comment, disons, par exemple, on prend l'exemple du système de santé, on a notre métacadre qui est le gouvernement, qui, lui, produit un autre cadre qui est, mettons, le système de santé. Puis nous, notre cadre, il est intégré dans le système de santé. Fait que quand il nous arrive avec la question des données probantes, ou en disant ben, c'est juste 12 séances pour soigner un patient qui a un trouble de personnalité, ça devient bien concret, là, tout d'un coup, les organisateurs sociaux, puis l'impact que ça a. Donc, moi, c'est comme si on ne peut pas être, mais je vais dire ça comme ça, mais on ne peut pas être clinicien sans faire un peu de politique. Hein, si on ne s'occupe pas de la politique va s'occuper de nous. Hein? Mais on dirait qu'on, des fois, on lutte pas à armes égales. Et c'est ça, c'est comme un combat, je dirais, de tous les jours. Hein. Puis là, c'est là qu'on voit les effets concrets dans notre bureau, comment on va se sentir, nous, comme intervenants, avec ce bagage-là, avec ces changements-là, puis les pressions qu'on peut recevoir. Là. Mais tu sais, Marie-Josée, tantôt, tu disais qu'il faut même, comme intervenant, des fois, transgresser le cadre. Tu as des exemples où que tu as dû transgresser le cadre? Non, mais je vais jamais, là. Non, mais tu sais, quelque chose qui se raconte, là. Ben, j'ai déjà entendu des gens parler, par exemple, entre autres, le nombre de rencontres, de poursuivre. Évidemment, là, il y a dans le réseau des spécialistes en activité clinique qui vont faire des suivis de dossiers, mais de trouver des marges, des voies de passage pour peut-être augmenter un nombre de rencontres dans une situation donnée, par exemple. Donc, pour des raisons cliniques et de rigueur, de sans sans le dire ou en le disant au gestionnaire ou au spécialiste en activité clinique de poursuivre, par exemple, avec un patient. C'est un exemple, j'ai déjà entendu parler de ça.
C'est bon. Puis, non, 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 vas-y, Alexandre, vas-y. c'est parce que ça me faisait enchaîner sur c'est important quand tu dis, ouais, certains, disons, on ne parle pas ni toi ni moi, là, mais disons, l'idée qu'on va dire, on va le faire pour le patient, mais c'est parce que aussi, ce que ça fait, c'est pourquoi qu'on fait un ajustement de cadre. Mettons dans l'exemple fictif que tu as donné, c'est celui que le cadre, on parle beaucoup depuis tantôt que c'est nous qui le construisons, mais c'est construit avec le patient. Je réinsiste là-dessus. Pourquoi? Parce que d'une certaine façon ou d'une façon certaine, tu as écouté ton patient. Donc, le patient, c'est aussi lui qui nous enseigne quel genre de cadre il a besoin. Ça, puis on parlait de ça tantôt avant qu'on commence le podcast. L'exemple, je donnais l'exemple de Freud, tu sais. Il y a plein d'exemples dans notre pratique, mais si on écoute le patient, il va nous dire quel genre de cadre il a besoin. Je donnais l'exemple de mon patient psychotique, commence à décompenser après 20 minutes. Je pense que c'est clair que c'est trop pour lui. OK? Puis l'exemple qui venait, c'est celui de Freud, qui était très intervenant. Il intervenait beaucoup, là, tu sais, il était interventionniste avec sa fameuse patiente, Emma, puis il touchait sur le front, il essayait de diriger les échanges, puis à un moment donné, elle se choque, puis elle dit « Arrêtez de me toucher, arrêtez de me dire quoi faire, puis faites juste m'écouter. » Donc, puis là, Freud a été la sagesse d'écouter comment la patiente avait besoin de travailler en psychothérapie, puis elle a quand même mis la base de ce qui est encore tout à fait pertinent aujourd'hui, qui est, quand on arrive en thérapie, allez-y avec ce qui vous vient. Bon, oui, on a un objectif thérapeutique, on a fait une évaluation, puis tout ça, mais essentiellement, le processus, c'est venir me parler de ce qui se passe en vous. Et c'est Freud qui a quand même été capable, mais grâce à Emma, sa patiente, elle lui a dit, voici le cadre dont j'ai besoin. Ça s'est généralisé en psychanalyse. Fait que, et là, c'est un exemple historique, mais tout à fait encore pertinent. Puis je pense que c'est un peu la même chose que tu as fait. Tu as écouté ton patient, puis tu as ajusté le cadre en fonction de ça. Ça, pour moi, l'écoute du patient, c'est-à-dire qu'on se dit toujours, Freud, il disait, je ne suis pas l'expert du patient, je suis l'expert d'une méthode. Je trouvais que l'exemple est bon, puis on va le faire parce que dans notre éthique relationnelle et thérapeutique, on va se dire, c'est pas l'administratif qui va guider ma décision clinique, là. Ouais, c'est ça, c'est comme super intéressant. Qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait retenir de tous ces échanges-là en lien avec le cadre? C'est quoi les choses les plus importantes pour vous? L'essentiel, maintenant, là. Oui, l'essentiel. Ben, moi, mon essentiel, puis j'y reviens parce que je l'ai mentionné plus en début de la rencontre ensemble, c'est être à l'écoute de soi par rapport au cadre nous permet des réflexions bien intéressantes et souvent des interventions plus rigoureuses et intéressantes aussi. Par exemple, pour moi, tu sais, si je reprends l'exemple d'Alexandre sur la patinoire ou le terrain de tennis, mais je vais prendre le terrain de tennis surtout parce que, tu sais, il y a un filet entre les deux, puis il y a C'est les bon point, lignes. oui. Mais tu sais, l'espace, là, il est égal des deux côtés. Et c'est ça co-construire, c'est d'avoir chacun son espace, pour moi, avec le client, le patient ou la famille. Et à certains moments, je vais ressentir de la frustration, je vais ressentir des choses, des transgressions dans le cadre, je vais ressentir que je n'ai pas mon espace. Donc, c'est comme si les limites, hein, les grandes lignes là, du terrain, c'est comme si elles s'étaient tassées. Puis là, moi, mon espace devient tout petit. Ça veut dire que je ne prends pas bien ma place, puis il faut que je replace quelque chose dans le cadre. Puis ça, on le ressent. Puis c'est ce que les gens nous présentent en supervision, puis c'est ce que moi, je présente quand je vais en supervision. C'est là que je me sens coincée. Je me sens coincée par le père. Je me sens coincée dans la situation. J'interviens auprès de l'enfant, mais j'ai l'impression que je devrais faire. Je ne me sens pas bien. Donc, tout cet aspect d'espace sur le terrain, de s'écouter, puis d'aller essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer pour que je me sente comme ça. Et 90 du temps, il y a un aspect du cadre, il y a un aspect de ma place, de ma posture qui est en jeu. Et moi, c'est autant le cadre, oui, objectivable, là, les règles qu'on met en place avec les gens, mais c'est dans le processus thérapeutique de s'écouter par rapport à ça et de replacer et surtout de se faire confiance. Notre place est importante comme thérapeute. Donc, on veut laisser la place à l'autre, mais on veut laisser la juste place à l'autre. Nous, on a une place aussi. Notre confort dans le cadre, il est super important. Ça, c'est un des mentors, Moniel Caïm, qui nous disait
Marie-Josée, je ne peux pas travailler si je ne suis pas confortable. Alors, quand j'ai juste un petit espace sur le terrain de tennis, ça ne peut pas fonctionner, j'ai aucune marge de manœuvre. Puis dans le sens inverse, je ne peux pas prendre toute la place. C'est ce que tu disais avec, avec Freud, entre autres. Tu sais, à un moment donné, Exact. c'est un échange, puis on a chacun notre. Donc, de s'écouter, pour moi, c'est un aspect C'est essentiel. très bien dit, ça, hein, vraiment. Puis, ça inspire pas mal de choses quand tu parles comme ça. Ça ouvre aussi sur parce que tu parles de supervision, hein. Ça ouvre aussi sur quand il y a de l'espace, il y a de la créativité qui est possible. Et donc, la créativité pour faire des ajustements. Donc, tu sais, dans le fond, d'ajuster en fonction des besoins du patient. Puis je trouve que ça ouvre sur la question de. Moi, comme tu disais tantôt en supervision, ça ouvre sur la question de quand ça marque, quand on n'a pas d'espace, quand on a moins d'espace, en général, je dirais ça comme ça. Puis je ne sais pas si c'est dans ton expérience de supervision, mais pratiquement à chaque fois, quand mes supervisés, c'est vrai pour moi aussi, là, mais quand mes supervisés arrivent et qu'ils sont en souffrance, puis qu'eux n'ont pas d'espace avec leurs patients, généralement, c'est qu'il y a quelque chose dans l'histoire du patient qui vient coller dans l'histoire de mon supervisé. Puis c'est à ce moment-là qu'ils vont passer des moments difficiles en supervision parce qu'ils vont connecter sur. Je pense à une ancienne stagiaire qui avait rencontré un homme un peu plus vieux, puis tout ça, puis qui était très dénigrant, puis tout ça, puis qui avait donc de la misère à être empathique, puis tout ça. Puis je fais ça court, évidemment, mais évidemment, elle fait le lien qui lui rappelle son père. Elle l'avait pas vu ça comme ça. Tu sais. C'est un patient difficile, il m'écoute pas, il est bien dénigrant. Il y a des bonnes chances. S'il souffre d'un trouble narcissique, c'est ça qui va arriver, mais quelque chose colle dans son histoire à elle. Elle espère encore qu'il va changer. Évidemment, c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc, je trouve que ça, pour moi, c'est, comme on disait, c'est 80% de la supervision. C'est aider aussi notre supervisé à s'écouter lui-même dans ce que ça vient, comment ça vient résonner dans son histoire. C'est pas du travail facile, mais on est notre propre outil dans le cadre. On est notre propre outil. Donc, faut qu'on soit prêt à travailler sur soi pour les moments où on prend trop de place ou les moments où on n'en prend pas assez. Là. Mhm. Puis quand on a la juste place, j'aime bien la juste place, je trouve que ça ouvre sur la créativité et donc sur les ajustements pour être capable de co-construire avec le patient des dispositifs ajustés à lui le temps qu'il en a besoin. Là. Wow. C'est super riche, hein? Merci. Merci pour ces partages. Puis, tu sais, je pense que c'est une discussion ouverte aussi qu'on lance avec tout le monde, là. Si jamais il y a des commentaires, des réactions, il y a des choses qu'on veut approfondir, tu sais, venez nous voir, parlez-nous-en, puis on va voir s'il y a un autre podcast à faire sur un autre sujet ou comment on est capable d'intégrer ça dans toutes les questions qu'on se pose, parce que l'objectif derrière ça, c'est d'être ensemble. Vous l'avez dit, le cadre, ça se vit pas juste avec le client aussi. Il faut avoir une tierce partie vers qui se référer. Ben, ce podcast-là, c'est un peu cette tierce partie-là là, qu'on offre à tout le monde. Revenez vers nous, puis on va voir comment l'intégrer, comment on est capable de répondre à toutes vos préoccupations et questions en lien avec votre cadre thérapeutique. Merci Marie-Josée. Merci Alexandre.